Bonjour, je suis Éric Lenné, je suis prof de biologie végétale à l'université et nous sommes ici sur le pôle universitaire d'Eure-et-Loir à Chartres. Et je suis responsable d'une petite équipe de recherche qui travaille ici en biologie végétale, biochimie, biologie moléculaire. Donc ici, la spécialité sur laquelle nous travaillons, c'est les composés de défense des plantes, et en particulier ceux de la famille du lin. C'est une plante qui est connue pour faire de l'huile et pour faire des fibres, mais qui fait aussi des composés intéressants pour la santé humaine. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler sur les composés de défense des plantes? Il faut savoir que les plantes ne peuvent pas se défendre en s'échappant. Si elles ont des animaux qui veulent les manger, par exemple, elles ont des moyens de lutte chimique. Ça va être par exemple de se rendre indigeste, de se rendre mauvaise à manger, piquante, amère, etc. Ou alors carrément toxique. Et à ce moment-là, on va avoir des toxicités qui vont porter sur le cerveau, sur le cœur, sur les cellules, etc. Et dans ces cas-là, ça peut être utilisé de façon médicale. Ce qu'on va trouver comme intérêt, c'est que si on a un composé qui accélère le cœur, peut-être qu'il peut servir pour accélérer le cœur de quelqu'un qui a le cœur qui bat trop lentement. Si on a un composé qui empêche la division des cellules, ça va aller combattre des maladies où il y a trop de division de cellules. Exemple de ça, quand vous avez un cancer, c'est des proliférations de cellules beaucoup trop fortes. Et les composés qui empêchent la division des cellules vont pouvoir être utilisés comme anticancéreux. Et il y a des composés comme ça dans la famille du lin, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça que nous allons voir. L'hémisynthèse, c'est ce qui consiste à prendre la molécule naturelle qui a été extraite de la plante et à la transformer avec une étape de transformation par la chimie classique. Alors le but du jeu ici, dans cette étape de transformation, c'est de rendre ce composé plus facile à injecter à quelqu'un. Il va être plus soluble, il va y avoir moins d'effets secondaires, et ça va donner le médicament qui sera utilisé en thérapie anticancéreuse. Alors l'intérêt de travailler pour nous sur le lin jaune, c'est que c'est une plante qui contient une molécule qui s'appelle la podophylotoxine, ou tout du moins des molécules très proches de celle-là. Et pourquoi on travaille là-dessus? La podophylotoxine, c'est ce qui sert pour l'instant à faire un médicament qui est utilisé en chimiothérapie. Donc on prend une molécule naturelle, c'est extrait d'une plante qui s'appelle le podophyllum, et pour l'instant, ce podophyllum, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de se raréfier, parce qu'on en cueille tellement pour faire ce médicament, que finalement il ne se renouvelle pas assez. D'où l'intérêt de chercher des plantes qui contiennent le même type de molécules, et ça va être le cas du lin jaune sur lequel nous travaillons. Alors l'intérêt du lin jaune, c'est aussi qu'on peut le cultiver dans le laboratoire, soit en culture in vitro, soit des cultures cellulaires ou même des cultures racinaires, c'est ce que vous verrez après dans le reportage. Voici ici la structure de la podophylotoxine, telle que vous la trouvez dans la plante himalayenne Podocylum exandrum. Donc en fait, la molécule tire son nom de la plante. Et c'est cette molécule qui est extraite pour faire des molécules utilisées en chimiothérapie, telles que l'étoposide qui fait partie des 10 médicaments jugés essentiels par l'Organisation mondiale de la santé. Or, aujourd'hui, Podocylum exandrum, du fait du succès de la podophylotoxine et de l'étoposide, son dérivé, est menacé de disparition. Aujourd'hui, cette plante apparaît sur la liste du CITES et son commerce est réglementé. Sa cueillette est même interdite dans certains pays du monde. Alors la plante sauvage a une croissance très lente. Il lui faut à peu près 7 ans avant de pouvoir être récoltée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette plante est menacée de disparition et c'est la seule source naturelle de podophylotoxine dont on dispose. Au laboratoire, on a choisi de travailler sur le lin jaune, Linum flavum, en tant que source alternative de podophylotoxine. Alors le lin jaune, contrairement à Podocylum exandrum, réalise une étape supplémentaire dans la voie de synthèse. Vous voyez que sur la podophylotoxine, je vous ai mis en rouge une fonction alcool. Cette fonction alcool est modifiée par une O-méthylation, O-méthyltransférase, chez Linum flavum, et vous vous retrouvez avec un groupement méthyle à la place de l'hydrogène qui était ici. Alors, cette molécule s'appelle désormais la méthoxypodophylotoxine. Donc la seule différence, c'est ce méthoxy. Les lignées de racines recombinantes que nous allons vous présenter au cours de ce reportage, ont été générées avec pour objectif de limiter l'accumulation de méthoxypodophylotoxine dans ces racines au profit de la podophylotoxine, afin de faire de Linum flavum une source alternative viable de podophylotoxine. Pour cela, nous allons jouer sur ce couple de deux enzymes qui sont responsables soit de la méthylation pour obtenir la méthoxypodophylotoxine, soit de la déméthylation pour obtenir la podophylotoxine. Au cours de ce reportage, la stratégie va donc être de soit éliminer l'expression de cette O-méthyltransférase qui nous permet d'aboutir à la méthoxypodophylotoxine, soit au contraire de renforcer l'expression de la méthylase de manière à transformer la méthoxypodophylotoxine en podophylotoxine. Le lin jaune, c'est un lin sauvage qui est un cousin de notre lin cultivé, qui est toxique.
et qui en plus pousse uniquement au Moyen-Orient à l'état naturel. Donc si nous voulons avoir du lin jaune pour travailler au laboratoire, il faut qu'on le cultive in vitro ou en serre. Et on va pouvoir comme ça démarrer des expérimentations aussi souvent qu'on le veut, à toute saison et à tout moment. Alors le deuxième intérêt de faire des cultures, c'est aussi après pour la production, c'est ce que vous verrez pendant le reportage. Si on fait des productions de racines, on va pouvoir faire des cultures qui ne dépendent pas de la météo ni de l'année. La personne qui s'occupe des plantes ici, et en particulier du Linum flavum, du lin jaune, c'est Josiane, qui est technicienne au laboratoire et qui va vous montrer comment elle bouture ses plantes. Là, vous avez un Linum flavum avec des racines. Et d'ailleurs, il est en train de fleurir. Je l'ouvre bien sous la hotte, de façon à ce que ça reste bien stérile. C'est primordial. Donc je viens d'aller chercher des Linum flavum dans la salle de lumière. Et maintenant, je vais les repiquer. Je vais donc repiquer sous haute à flux laminaire pour que tout reste stérile. Alors, je les repique sur un milieu synthétique qui est fait à base d'eau, de sucre, de sels minéraux et d'un gélifiant pour les milieux solides. Donc j'inscris la date sur mon tube et le Linum flavum. Ensuite, je remporte, une fois que j'ai tout terminé, j'emporte mes tubes dans la salle lumière qui est la Souchothèque, qui sert de salle pour toutes les boutures en fait. Alors l'intérêt de la production des racines de Linum flavum, donc du lin jaune, ça va être que ces racines peuvent produire les composés qui nous intéressent et que ça peut être fait comme ça toute l'année. On ne va plus dépendre du tout de la météo et on va pouvoir faire une production constante. Un autre intérêt, c'est qu'on peut aussi éventuellement modifier un petit peu ce qui est produit. Si on peut avoir un composé plus intéressant, ça va être intéressant pour des raisons à ce moment-là médicales. Alors nous allons maintenant retourner au laboratoire avec Lucia et Hayat qui vont isoler le gène méthyltransférase, donc par PCR, et ensuite vérifier sur un gel, donc ce gène, de manière à ensuite venir le bloquer chez Linum flavum. Nous utilisons le clonage dans le but d'insérer un gène d'intérêt dans le vecteur. La première étape consiste à multiplier les gènes d'intérêt par la PCR. Pour cela, nous avons besoin d'eau, d'un tampon, d'amorces sens et antisens, qui sont de petits fragments nucléotidiques servant à démarrer l'élongation, des nucléotides en tant que bloc de construction pour l'ADN, de l'ADN matrice à cloner et de l'ADN polymérase, une enzyme qui permet la synthèse de ADN. Les tubes sont ensuite placés dans un thermocycleur afin de commencer la réaction de PCR. Il y a 3 étapes principales: la dénaturation de l'ADN, séparation du bran, l'hybridisation des amorces et l'élongation. La PCR dure environ 3 heures selon la longueur de l'ADN à multiplier. Donc là, j'apporte le gel à Lucia, donc il va le mettre dans la machine. Elle ajoute un tampon et après cela, elle va charger en fait les échantillons sur le gel avec un marqueur de taille. Et à partir de là, on va pouvoir connaître après migration la taille de nos échantillons. Donc là, Lucia a placé le couvercle et a mis le courant en route. Donc le courant va passer dans notre gel d'agarose, c'est ce qu'on appelle du coup une électrophorèse. Et ce courant va permettre de séparer nos échantillons
en fonction de leur taille. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le gel, il y a différentes couleurs. Le vert correspond à nos échantillons PCR et le bleu au marqueur de taille. Donc après migration, on observe notre gel sous lumière UV afin de voir des bandes qui correspondent donc aux fragments nucléotidiques de notre gène d'intérêt. Alors Lucia et Hayat ont sur leur gel isolé le fragment d'ADN qui correspond au gène au méthyltransférase. Elles vont maintenant découper ce fragment sur le gel et le mettre dans une sorte de taxi, ce qu'on appelle un vecteur, de manière à transférer ce fragment d'ADN dans une bactérie. Alors en particulier, ici, la bactérie qu'on va utiliser, c'est Agrobacterium rhizogenes. Cette bactérie du sol va transférer cet ADN ensuite dans la plante et en même temps provoquer la prolifération des racines. C'est ce que nous allons voir maintenant avec Samantha. Après le clonage de notre gène d'intérêt dans un vecteur, c'est-à-dire un fragment d'ADN synthétique qui va permettre l'expression de notre gène dans la plante, nous allons transférer ce vecteur dans des bactéries, Agrobacterium rhizogenes, qui vont transformer nos plantes. Donc nous nous retrouvons encore une fois sous une hotte à flux laminaire, dans des conditions stériles, pour ensemencer les bactéries. Donc on va les mettre à 28 degrés pour qu'elles poussent toute une nuit. Donc, dans un premier temps, on met du milieu de culture pour les bactéries. Donc dans ce milieu, il y a déjà tous les antibiotiques nécessaires pour empêcher toutes les bactéries, toutes les contaminations. Ensuite, on sélectionne une colonie et on la met à l'intérieur du milieu. Donc après toute une nuit à 28 degrés, on constate un trouble ici qui indique bien que les bactéries ont poussé en comparaison avec ce tube là où il y a juste du milieu et aucune bactérie. Maintenant nous avons changé de hotte pour éviter toute contamination croisée. Donc dans un premier temps nous avons mis du milieu de culture ici avec les bactéries que vous avez vues précédemment. Donc maintenant je vais couper des feuilles de linum. Donc maintenant on va mettre les feuilles dans le puits, là où il y a le milieu et les bactéries. Donc on les coupe individuellement. Et on va mettre cette plaque à incuber pendant 2 heures. Donc après 2 heures d'incubation, on met les feuilles sur un milieu sélectif pour permettre aux racines de pousser. Donc voici différents stades de développement des Hairy-Root. Donc on a mis ces boîtes sur un fond noir pour mieux voir. Donc ici ce sont des Hairy-Root premier stade, premier jour on va dire. Ensuite là ce sont des Hairy-Root au bout d'une semaine de développement. Ici au bout d'1 mois. Et ici ce sont des Hairy-Root en milieu de culture liquide. Alors, les lignées de Hairy-Root obtenues ont ensuite été échantillonnées et elles vont désormais être analysées pour leur contenu en métabolites et en ARN qui sont spécifiques du gène qu'on cherche à amplifier. Alors, ces racines, je vais les placer dans un mortier, préalablement placé dans la glace, et on va les broyer finement à l'aide d'un tampon d'extraction présent ici. Donc là, on les broie. Alors, cette étape se réalise normalement dans de l'azote liquide. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité avec le film, on le fait directement dans la glace. Une fois broyé, ce mélange va être placé sur une colonne ici qui va nous permettre de purifier spécifiquement nos ARN qui vont ensuite être analysés par RT-qPCR. Donc là, on a récupéré des Hairy-Root et on a extrait leurs ARN grâce à cette colonne juste ici. Et les ARN extraits ont été transformés en ADN complémentaire qu'on a mis dans ces petits tubes. Et donc là, je vais faire une qPCR grâce à cette plaque de 96 puits
Donc là, avec cette plaque, on peut charger les 96 puits en même temps pour pouvoir les analyser après dans l'appareil. Donc là, je vais prendre l'ADN complémentaire que je vais charger dans un des puits de la plaque. Donc voilà, hop. Et là, ensuite, je vais prendre 2 amorces. Donc je vais les charger une après l'autre. Donc en fait, c'est 2 amorces spécifiques du gène d'intérêt qu'on veut amplifier et il y en a une de chaque côté du gène. Donc là, la première amorce. Et ensuite, là, la seconde. Et là, maintenant que le puits est chargé, on peut aller le rentrer dans la plaque et ajouter un agent fluorescent qui est le Cybergray. Donc là, par rapport à la PCR que vous avez vue tout à l'heure, cette PCR-là, la qPCR, permet d'amplifier le gène d'intérêt, mais aussi de le quantifier grâce à un agent fluorescent qui va s'intercaler lorsque le gène va être amplifié. Et donc là, on continue également dans la glace pour éviter que la réaction commence avant que la plaque soit placée dans l'appareil. Donc là, je vais insérer l'agent fluorescent dans le puits où j'ai mis tout à l'heure les cDNA et les amorces. Et donc là, je vais insérer la plaque dans l'appareil. Et là, on aura les résultats d'à peu près 1h30 qu'on pourra aller regarder sur l'ordinateur. Voilà, maintenant on vient de récupérer donc les données depuis la plaque qPCR qui était présente sur la clé USB, donc je viens d'importer les données. Donc ces données, on va pouvoir désormais les analyser. Donc on va préciser à l'appareil que le fluorophore utilisé était le Cybergreen. Et nous allons pouvoir désormais voir donc, les courbes d'expression. Donc là ici vous voyez toutes les courbes d'expression qui étaient présentes dans les 96 plaques de l'échantillon. Donc on peut simplement zoomer sur une des conditions. Ce qu'on obtient ici classiquement, c'est une courbe qui vous représente la fluorescence en fonction du nombre de cycles PCR. Donc plus vous allez avoir une détection qui va être rapide au niveau de la fluorescence, comme ici, plus votre gène va s'exprimer fortement. Et si on compare cette courbe en vert par rapport à la courbe en mauve, vous voyez bien que la courbe en verte est détectée plus tôt que la courbe en mauve, ce qui signifie que votre gène s'exprime beaucoup plus dans la condition verte que dans la condition mauve. Donc ici, à la lumière de ces résultats, on voit bien qu'il sera beaucoup plus intéressant pour nous de continuer les analyses avec la lignée de racines ici représentée en verte, en comparaison de la lignée de racines représentée en mauve, puisque la lignée de racines verte eh bien, semble exprimer de manière plus importante notre gène d'intérêt, et donc certainement produire plus de métabolites qu'on cherche à produire au final dans nos lignées racinaires. Donc une fois passées en milieu liquide, ces racines vont être repiquées tous les 14 jours. Voilà ce qu'on obtient en termes de biomasse au bout de 14 jours de croissance. Ces racines vont ensuite être échantillonnées et puis lyophilisées. Donc là vous obtenez des racines lyophilisées. Et c'est à partir de ces racines lyophilisées qu'on va pouvoir faire la quantification des lignanes, c'est-à-dire des dérivés de la podophylotoxine, et voir si notre expérience a fonctionné. Donc tout d'abord, nous allons peser avec le plus de précision possible ces racines, de manière à pouvoir extraire les lignanes. Après la pesée, nous allons désormais placer les racines dans un tube afin de procéder à leur extraction. Donc pour cela, nous allons ajouter le solvant d'extraction qui va nous permettre d'obtenir le mélange liquide-solide. Donc solide étant nos racines, liquide étant notre tampon d'extraction. Voilà. Et donc nos racines dans ce mélange de tampons d'extraction vont être désormais broyées à l'aide d'un ultraturax, une sorte de broyeur qui va permettre d'obtenir une poudre fine. Après passage à l'ultraturax, vous voyez, on obtient une poudre fine qui a été dispersée dans notre solvant d'extraction et qui va être prête à être extraite par une méthode physique qu'on appelle les ultrasons. Les molécules vont être extraites maintenant à l'aide d'une méthode physique, comme je vous l'ai dit, qui fait appel aux ultrasons. Alors les ultrasons vont générer dans ce bain ici liquide
des bulles de cavitation qui vont imploser, libérer une forte énergie et permettre la libération de toutes les molécules qui sont contenues dans les cellules qui vont imploser sous l'effet des ultrasons. Alors pour vous montrer un exemple, on va placer ici pendant 1 minute une feuille de papier d'aluminium aux ultrasons. Je la place dans le bain et je lance les ultrasons. Alors, après 1 minute aux ultrasons, vous voyez, je récupère la feuille de papier d'aluminium et nous voyons effectivement des impacts qui sont l'implosion des bulles de cavitation. Certaines même ont provoqué des trous sur la feuille de papier d'aluminium. Alors c'est ce même principe maintenant que nous allons utiliser avec notre extrait, donc notre extrait de racine, que nous allons placer ici dans notre bain à ultrasons pendant 1 heure afin d'extraire les molécules qui nous intéressent pour l'analyse. Après que nous ayons extrait aux ultrasons nos métabolites, nous allons maintenant filtrer l'échantillon de manière à pouvoir l'injecter dans l'HPLC. Alors pour cela, je vais utiliser un filtre de 0,45 microns que je place sur une seringue. Et je vais tout simplement prélever mon échantillon, vous voyez, qui est sédimenté. Donc je prélève la phase liquide. De manière à pouvoir filtrer mon échantillon. Donc nous voici maintenant sur un fond noir pour vous montrer à quoi va servir la filtration. Donc je me place au-dessus du vial et je vais donc filtrer mon échantillon. Voilà, donc l'échantillon, l'extrait est passé au travers du filtre. Donc voici le résultat de la filtration, donc l'extrait avant filtration et l'extrait après filtration. Donc là vous voyez bien que l'extrait filtré est bien plus limpide. Et cette étape de filtration va tout simplement nous empêcher de boucher l'HPLC, donc d'endommager l'appareil. Voici notre vial. Je vais maintenant donc le placer dans l'HPLC. Alors l'HPLC, c'est cette machine ici que vous voyez, qui est composée d'une pompe qui va permettre d'envoyer ici des solvants, c'est-à-dire des liquides, qui vont mélanger avec notre échantillon au niveau de cette zone, passer ensuite, si vous suivez le fil, au travers d'une colonne, donc qui est cachée ici. Vous voyez ici. C'est au sein de cette colonne que nos molécules vont se séparer. Vous avez tous déjà fait l'expérience de mettre une goutte d'huile dans de l'eau. Vous avez remarqué que l'huile ne se mélangeait pas avec l'eau. C'est tout simplement une question de polarité. C'est-à-dire l'huile est apolaire, l'eau est polaire. Et dans cette colonne, c'est la même chose. On va pouvoir séparer les molécules en fonction ici de leur polarité. En clair, on va pouvoir séparer les molécules qui se plairaient un peu plus dans une phase apolaire, type huile, par rapport aux molécules qui se plairaient plus dans une phase polaire, type eau. Donc après le passage au travers de la colonne, les échantillons vont poursuivre sur le détecteur, où on va enregistrer leurs absorbances, et après 20 minutes, ici, dans notre cas, eh bien, on va pouvoir observer donc, le passage des différentes molécules et les quantifier. Après séparation, nous obtenons ce type de chromatogramme. Donc là, ici, vous avez 2 chromatogrammes différents. Ici, sur le chromatogramme en rouge, vous voyez que les pics sortent plutôt vers la fin du chromatogramme. Avec le gradient, c'est-à-dire le mélange de solvants que nous avons utilisé, cela signifie que nos molécules sont plutôt apolaires, donc qui préfèrent l'huile, si on reprend l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure. Classiquement, ça pourrait être ici de la méthoxypodophylotoxine, un lignane plutôt apolaire qui sortirait ici. C'est ce qu'on observe généralement dans les lignées de Hériroute classiques. Là, ici, sur l'échantillon bleu, vous voyez que les pics se sont déplacés vers la zone plus polaire. C'est ce qu'on obtient sur des molécules type podophylotoxine, celles auxquelles on a retiré un méthyle, ce qu'on obtient dans les lignées de Hériroute recombinantes de Linum flavum. Alors, on arrive au terme de ce reportage. Nous avons désormais des lignées de Hériroute qui semblent intéressantes. Il va falloir maintenant, au laboratoire, monter en échelle, c'est-à-dire passer à une production en quantité plus importante, pour, à terme, envisager une production industrielle, mais ça, c'est une autre histoire. Ce que vous venez de voir, c'est la mise en œuvre de biotechnologie végétale pour produire une molécule d'intérêt pharmaceutique. Alors, ce qui est fait ici sur le végétal, c'est de produire dans un système qu'on appelle un réacteur. C'est quelque chose qui est déjà utilisé pour produire certains médicaments, mais à partir de bactéries ou à partir de levures, ce qui est plus facile.
on a toujours les mêmes souches à peu près à utiliser. Ici, il faut une mise au point nécessaire pour chaque nouvelle plante. Par contre, vous voyez bien que l'intérêt, c'est que même si la plante dont provient la molécule est une plante qui est rare et sauvage, qu'on ne sait pas cultiver, il va être possible de produire sans aller faire de cueillette. Ça va donc permettre d'éviter de mettre en danger une des espèces qui peuvent être intéressantes.